contre la vie chère. Pourquoi les mesures prises par le gouvernement tardent de voir leur application sur l'ensemble du territoire national congolais pour la baisse, bien évidemment, des 8 produits des premières nécessités. Et puis, les nouveaux programmes entre la RDC et le FMI. Qu'est-ce que cela signifie exactement pour l'économie de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, ce sont là les deux sujets économiques essentiellement qui vont faire l'objet de ce numéro spécial de votre émission Décryptage qui décrypte pour vous la situation socio-politique de la République démocratique du Congo. Parler du social des Congolais, c'est aussi parler de l'économie du pays, comment est-ce que elle évolue. Mais pour parler de tous ces sujets, j'ai en face de moi ici sur ce plateau un expert en économie, Gustave Chibangu, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, monsieur Fiston, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment des Géopolis. C'est toujours un honneur pour moi de venir à cette grande émission décryptage, décrypter l'activité économique, mais également sociale de la République démocratique du Congo. Donc, c'est toujours un honneur pour moi. Voilà, le plaisir est partagé. Voilà, on va prendre l'actualité, itinérance du président Tshisekedi avec l'étape d'Issiro dans la province de Haut-Uélé et de Bouta dans la province de Bas-Uélé depuis ce samedi pour participer à la célébration eucharistique marquant la fin du pèlerinage national pour le 60e anniversaire du martyre de la sœur Anouari Tenengampeta, une activité qui s'est d'ailleurs passée aujourd'hui. Le journal La Référence Plus est revenu sur la réaction du recteur du sanctuaire d'Issiro, l'abbé Ferdinand Kouage, indiquant que la présence du chef de l'État en ce pèlerinage est la preuve que le martyre de la bienheureuse annuarité est une cause nationale. Et puis profitant de son allocution devant les populations à la place de la Poste ici à Issiro, écrit le journal Le Phare, le président Tshisekedi a lancé une mise en garde contre toute forme de soutien aux rébellions faisons écho aux souffrances vécues par la bienheureuse annuarité. La question du changement de la Constitution s'est invitée aussi dans ce meeting par le président de la République qui, pour lui, la Constitution actuelle est le fruit d'intelligence venue de l'étranger pour maintenir la RDC dans un état fragile. Il dit aussi qu'il ne veut pas que quiconque interdise au peuple congolais de réfléchir sur cette question qui est de portée nationale. Dans ce même registre, le quotidien Le Journal a écrit « L'Association congolaise des droits constitutionnels salue la démarche du chef de l'État sur la révision ou le changement de la Constitution ». Cette association regroupe des professeurs, notamment le professeur Essambo, Jean-Louis Essambo, le professeur Bochab Mabouji Evariste, le professeur Ngondankoy Paul Gaspard, Makiashi Willy, Ntumba Zakari, Kalala Mupingani Félicien, Kalouba Dieudonné, Kankonde Crispin et Chamala Banouzana. Et on va prendre une autre question d'actualité, lutte contre la vie chère. Moukoko Samba rassure que les prix des produits, les prix des produits des denrées alimentaires de première nécessité sont attendus d'ici la baisse, bien évidemment, des produits des denrées des premières nécessités sont attendus d'ici 10 décembre, écrit le journal Forum des As. Le VPM en charge de l'économie nationale a dit dans une interview accordée aux médias congolais Top Congo FM, où il a également rassuré que plus rien n'oppose le gouvernement aux pétroliers. Les manques à gagner sont de plus en plus maîtrisés. Dans un éditorial du journal Géopolis paru ce matin, l'éditorialiste titre « Et si les embouteillages étaient un karma collectif ?» Dans cette réflexion, le journal indique que le mal commun que chacun d'eux quinois alimente en lui et le régime des privilèges. D'autres ont cessé de respecter les valeurs de la route, à savoir la courtoisie, et vont s'en tenir compte du mouvement général. Voilà, je reviens à vous, Gustave Chibangu. La question des embouteillages, ça pose aussi problème à Kinshasa. Hein. Oui. Ces derniers temps, chaque jour, surtout pendant les heures chaudes, c'est compliqué. C'est un problème qui touche même à l'évolution de notre économie et surtout notre marche vers le développement. Effectivement, monsieur le journaliste, les embouteillages, c'est pas la première fois qu'on puisse aborder cette question. Je suis passé déjà sur l'antenne ici lorsque nous étions
en train d'analyser les 10 budgétaires, je crois, de la ville-province de Kinshasa pour l'année 2023. Le problème des embouteillages était évoqué et qu'il faille en réalité de la responsabilité, d'abord de la ville. C'est ce que les gens doivent savoir. C'est d'abord la question de la ville, mais du fait également que les institutions de la République sont érigées ici à Kinshasa. Le président de la République, il est ici à Kinshasa. Toutes les institutions. Pratiquement toutes les institutions nationales sont ici à Kinshasa. C'est pour ça que le gouvernement central également vient en appui au gouvernement provincial. Mais ce que nous devrions comprendre, c'est d'abord, au niveau du gouvernement provincial, il faut que les efforts soient fournis. Moi, j'insistais toujours que la première mesure, parce que vous savez, il y a des mesures qui sont dites de mesures structurelles, mais il y a aussi des mesures de court terme, ça veut dire des mesures conjoncturelles. Et en ce qui concerne des mesures conjoncturelles, j'insistais toujours qu'il faut faire les choses de manière coordonnée. Aujourd'hui, vous pouvez me poser la question de savoir, sur la route, ici, le boulevard du 30 juin, est-ce que vous savez qu'il y a de feux de signalisation qui ne fonctionnent pas? Ou carrément, il y a de feux de signalisation qui fonctionnent, mais en partie. Je vais prendre l'exemple du feu de signalisation des 24. Regardez, lorsque vous passez, vous allez constater que les flèches qui fonctionnent, ce sont des flèches, de fois, de ceux qui vont tout droit. Pour ceux qui vont virer à gauche ou à droite, ça ne fonctionne pas. Déjà, ça c'est le préalable, le prémisse. C'est comme quelqu'un qui veut avoir du foufou, vous n'allez pas commencer à malaxer directement. Il faut commencer d'abord par allumer le feu, d'abord par avoir de l'eau, d'abord par avoir la farine de maïs ainsi que la farine de manioc. Donc vous comprenez que ce sont des préalables. Le feu de signalisation, par exemple, dans la lutte contre les embouteillages, c'est un préalable. Les gens peuvent dire ça n'a pas d'importance. Non, ça a d'importance parce qu'on va conditionner, contraindre les gens à respecter ça. Mais il faut que nous ayons d'abord ces feux de signalisation. Lorsque vous prenez, vous partez vers le boulevard Lumumba. Si vous arrivez, je crois, au niveau de l'entrée Kimbuta, regardez les feux de signalisation qu'il y a là. C'est des investissements qui ont été faits dans ce pays pour ça. Mais l'entretien, ça ne fonctionne plus. Mais vous voulez que les embouteillages s'arrêtent. Deuxième aspect des choses, c'est les acteurs impliqués dans la régulation. Parce que vous savez, les embouteillages sont liés au croisement. Bon, en fait, je ne suis pas expert dans le domaine des transports, mais en tant qu'observateur, en tant qu'acteur social, visiblement, c'est dans le croisement. Je vais prendre un petit exemple. Regardez si vous êtes sur 24. Le matin, lorsque les soldats sont au niveau de l'entrée du camp, et qu'il y a une bonne régulation. Et la bonne régulation veut dire quoi? Il y a plus ou moins 5 soldats. 4 sont sur terre et 1 est au-dessus. Et lorsqu'il y a une combinaison entre les 4, vous sentez que vous êtes dans un embouteillage, mais pas un embouteillage fou comme on a toujours l'habitude. Donc, pour moi, j'ai toujours proposé que le PCR là, la police là, de circulation routière, les CNPR, ces gens-là doivent travailler en coordination, de manière ordonnée. Il faut former les gens. Il ne faut pas qu'on lance des gens justement dans la régulation alors qu'ils ne savent même pas peut-être ce qu'ils doivent faire sur la route. Voilà un peu. Et au-delà de ça, il y a aussi la question de la mentalité. Il faut travailler aussi, beaucoup sur la mentalité de nos chauffeurs, mais surtout aussi de nous-mêmes en tant que chauffeurs. Oui, justement, parce que la question des embouteillages, beaucoup de gens banalisent. Quand on parle des embouteillages, on voit directement c'est les coûts des transports qui augmentent. Nos amis motards font leur show et ça dérange un peu les poches, les portefeuilles des quinoises et des quinois. Voilà, on va revenir sur notre premier sujet de ce lundi 2 décembre 2024, le premier lundi du dernier mois de l'année 2024, bien évidemment. On venait de parler ici des luttes contre la vie chère. Le gouvernement avait pris un certain nombre de mesures. Mais est-ce que, d'une manière un peu explicative et théorique, dans un État, comment un gouvernement peut agir pour obtenir, bien évidemment, la baisse des prix des biens et services sur le marché? Merci beaucoup, M. Fiston. Cette question, je la trouve très intéressante. Pourquoi? Parce que ça cadre avec d'ailleurs le deuxième engagement du président de la République lors de sa campagne électorale. Il avait promis
parmi les 6 engagements au peuple congolais, plus de pouvoir d'achat. Et pour avoir plus de pouvoir d'achat, il faut mener des politiques économiques qui conduisent à l'amélioration du pouvoir d'achat. Ça veut dire à la réduction en réalité des prix sur les marchés. Et cette responsabilité revient au ministère de l'économie nationale. Ouais. Et nous avons suivi tous qu'on venait de signer, la première ministre, que je tiens également à féliciter pour la signature de ces décrets, le décret portant mesures de lutte contre la vie chère. En fait, l'idée ici, c'est quoi? Lorsque on veut réduire les prix sur le marché, on doit agir soit sur l'offre, soit sur la demande. Et ici, la République démocratique du Congo, nous l'avons toujours dit et nous insistons toujours que nous sommes une économie extravertie. La réalité est telle que l'économie congolaise dépend de l'extérieur. Les consommateurs congolais dépendent de l'extérieur. Ça veut dire, si nous voudrions consommer, nous devrions importer. L'économie doit importer de l'étranger. Et les prix sur les marchés intérieurs sont influencés du fait de cette dépendance de notre économie de l'international. Donc, lorsqu'il y a une hausse des prix à l'international, ou lorsqu'il y a une baisse de la quantité importée et que la demande est en croissance, nous aurons toujours le prix à la hausse. Cette chanson de l'économie extravertie, mais jusqu'à quand on va continuer avec... Voilà pourquoi... En quoi est-ce que nous sommes des êtres humains quand on ne sait pas prendre des mesures pour des solutions pour notre pays? C'est pour ça qu'il est important que lorsque nous prenons même des mesures de politiques économiques, il faut que nous les prenions à la fois des mesures, moi j'insiste toujours sur la complémentarité des politiques économiques. À la fois, nous avons des politiques conjoncturelles qui nous permettent en réalité de résoudre les problèmes de manière à court terme. Mais les politiques structurelles nous permettent de résoudre le problème de manière durable, comme vous l'avez dit. Ça veut dire dans la durée. Que nous ne soyons plus ces pays importateurs, que nous ne soyons plus cette économie extravertie. Et cela est possible si et seulement tous nous nous impliquons. Donc, nous revenons ici, comme j'étais en train de le dire, que le prix ne peut baisser que si on agit soit sur l'offre, soit sur la demande. Et en ce qui concerne l'offre pour l'économie congolaise, la réalité est telle que l'offre au niveau national est inférieure à la demande. Ça veut dire que nous produisons moins, voire même nul pour certains produits. Et nous sommes censés pouvoir importer de l'étranger. Et lorsqu'on importe de l'étranger, cette importation ou ces importations viennent s'ajouter à la petite production nationale, ce qui donne la quantité de l'offre. Et le prix est déterminé par la confrontation de l'offre et de la demande. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur, par exemple, les produits alimentaires? C'est que nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et les importateurs qui importent de l'étranger essayent quand même d'inclure à chaque fois les coûts liés, par exemple, les coûts liés au transport, tout ce qu'il y a, avec la question également des infrastructures, la question également... La fluctuation des taux de change. La fluctuation de taux de change en cas de déséquilibre du cadre macroéconomique. Tout cela impacte également les prix sur les marchés. Et pour ça, le ministère de l'économie nationale, qui a la mission de pouvoir réguler les prix sur les marchés, est censé pouvoir suivre en réalité ces importateurs. Parce qu'il y a toute une loi qui est là, qui permet aux importateurs, par exemple, de pouvoir fixer les prix aux vendeurs, de pouvoir fixer la marge bénéficiaire qui ne doit pas aller au-delà en réalité de 20% du prix des ventes. La question c'est que est-ce que ces lois-là sont observées, sont appliquées? C'est pour ça que les décrets du Premier ministre ou de la Première ministre viennent renforcer en réalité. Lorsque vous regardez dans ces décrets, les décrets parlent à la fois la baisse de 8 produits, des prix des 8 produits alimentaires, et deuxièmement, il y a également la baisse de prix du carburant à la pompe, qui est déjà une réalité sur terrain, parce que nous sommes passés de 3 400 francs le litre à 2 990. Mais la course, ça ne bouge pas aussi. Là aussi, il y a un problème. Il y a aussi des problèmes. Nos amis qui empruntent les transports en commun en souffrent.
Effectivement, mais quand même, la baisse, elle est réelle. Elle est réelle, pourquoi? Parce que j'ai suivi le vice-premier ministre de l'économie nationale qui a démontré, au travers des statistiques, que nous avons eu une baisse de plus ou moins 13%, alors que la demande en termes de carburant à la pompe a augmenté de plus de 30%. Donc en réalité, cette baisse de prix de 3400 à 2900 a permis également aux vendeurs, ou soit aux distributeurs de produits pétroliers, de voir également leur quantité de ventes augmenter. Mais à la fois les consommateurs aussi, de voir leur pouvoir d'achat s'améliorer pour ceux qui achètent ces produits-là. Parce que si vous avez un véhicule, vous rechargez pour 34 000 francs par exemple pour 10 litres. Aujourd'hui, les 34 000 francs vous permettent d'aller au-delà de 10 litres d'essence. Donc, en réalité, c'est une amélioration quand même du pouvoir d'achat de la population. Et il y a le troisième aspect qui est évoqué également dans ces décrets, c'est le renforcement également du contrôle des prix. Parce que vous savez, dans notre pays, comme j'étais en train de le dire, les opérateurs économiques sont généralement des véreux. Oh. Ils Tous sont les véreux, opérateurs économiques. la majorité, ceux qui sont dans l'importation également dans la vente de produits de première nécessité. Et il faut un contrôle économique rigoureux. C'est pour ça que dans les décrets de la première ministre, il y a également cette question des contrôles économiques qui est évoquée. Mais aussi, j'ai suivi également le vice-premier ministre lorsqu'on lui a posé la question sur les contrôles économiques. Il a émis également le vœu qu'il faut améliorer également la qualité des inspecteurs économiques qui descendent sur terrain. Parce que, deux fois, quand ces inspecteurs descendent, il y a ceux également qui sont tentés de corruption, peut-être qui tombent également. Donc oui, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle également qui leur permettent de pouvoir faire bien leur travail. Parce que lorsque les opérateurs économiques essayent de fixer le vrai prix par rapport à la marge bénéficiaire qu'on leur donne au niveau de l'État, cela peut permettre également une amélioration du bien-être, mais également l'amélioration du pouvoir d'achat. Voyez-vous vraiment que ces mesures vont aboutir? Est-ce que ça peut quand même donner un espoir? Parce que, je rappelle, depuis que le gouvernement le décret d'ailleurs a été pris depuis octobre, oui, jusque-là, sur terrain, au contraire, les biens prennent toujours de l'ascenseur. Oui, oui. En fait, vous savez, cette question, Monsieur Fiston, vous êtes les médias. D'ailleurs, vous faites partie des 5 opérateurs que moi je considère comme impliqués également dans la mise en œuvre de ces mesures. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que les mesures de politiques économiques, lorsqu'on veut les prendre, il faut les prendre de manière concertée, mais surtout impliquer tous les acteurs. Le premier acteur ici, nous avons le gouvernement, qui prend en réalité les mesures des luttes contre la vie chère. Deuxièmement, nous avons d'un côté les patronats, ce que nous appelons la FEC, ça veut dire la représentation des entreprises. Ça veut dire c'est dans cette corporation que nous trouvons les grands importateurs, ceux qui importent les chinchards, le Thomson, le riz, le céréal, tout ce que nous consommons là. Ils sont au niveau du patronat, ça veut dire de la FEC. Troisième opérateur, nous avons la société civile. La société civile, ici, avec leur représentation des consommateurs, mais nous avons également des ménages, ça veut dire les consommateurs, qui doivent comprendre l'importance également de ces mesures. Et quelles sont ces mesures? Parce que c'est important, il faut les vulgariser, il faut que les gens connaissent quelles sont les mesures qui sont prises pour qu'ils comprennent à quel niveau ces mesures ont un impact sur leur pouvoir d'achat. Et cinquième, que moi je considère comme acteur également à pouvoir impliquer, c'est le média, c'est vous. Ça veut dire vous qui devez expliquer l'importance également de cette émission, de pouvoir expliquer également au peuple pourquoi ces mesures, est-ce que ces mesures peuvent apporter une lueur d'espoir. Tout ça, ça se discute au moment de l'émission. Et donc, ici, c'est pourquoi les mesures prennent un peu du temps. Le décret a été signé, je crois, au mois de septembre, mais le ministère de l'économie nationale a été chargé de pouvoir, c'est pourquoi vous avez vu plusieurs rencontres entre le ministre
de l'économie, les VPM de l'économie nationale, ainsi que ses différents acteurs. Il a reçu les importateurs, ça veut dire le patronat. Il a reçu la représentation des consommateurs, juste pour leur expliquer également l'importance de ces mesures. Nous sommes encore dans une phase d'explication. Non, en fait. Parce que les Kinois disent à Balobaga, Bohé. Non. Maintenant, moi ici, je voulais faire comprendre aux Congolais que dans la mise en œuvre des politiques économiques, ça veut dire les mesures des politiques économiques, nous avons ce que nous appelons le délai. Il y a de délai dans la mise en œuvre des politiques économiques. Il y a le délai interne et le délai externe. Le délai interne, c'est la période qui va du moment où on observe la hausse des prix, un choc, et le moment où on prend les mesures. Et le délai externe, c'est la période qui va du moment où on met les mesures en œuvre et les résultats attendus. Donc, ici, le vice-premier ministre nous a parlé dans son intervention qu'à partir du 10, on va déjà commencer à réaliser les effets de ces mesures. Mais il y a récemment, je crois 2 jours passés, où ces mesures ont été intégrées dans les systèmes Sidonia de la DGDA, parce que les importateurs ici, les problèmes encore c'est quoi? C'est que les mesures vont toucher en réalité justement les stocks importés par les importateurs. Mais avant ça, avant ces mesures, il y avait des stocks que ces importateurs avaient constitués. Quand même, depuis début octobre. Effectivement, c'est un travail qui est en train d'être fait. C'est économique, il faut expliquer à la population. Il faut une certification d'abord des stocks par l'IGF. Parce qu'on a intégré également l'IGF dans ça. Pour que les stocks qui seront déclarés par les opérateurs économiques soient des stocks bien certifiés. Et les stocks supplémentaires qui viendront après vont bénéficier en réalité de ce régime, ces régimes fiscaux fixés par ces nouvelles mesures. Et c'est à partir de ces nouvelles mesures qu'on va maintenant exiger aux opérateurs économiques de pouvoir réduire le prix. Mais on ne va pas leur demander de réduire les prix sur les stocks qu'ils ont acquis avant les mesures prises de ce nouveau régime fiscal. Là, donc, c'est aussi un travail qui est en train d'être fait, et la certification des stocks est faite par l'inspection générale l'IGF, par l'inspection générale des finances, et au niveau de la DGDA, il y a eu déjà intégration de ces mesures dans les systèmes de dédouanement Sidonia. Donc, ce qui va faire en sorte que les opérateurs économiques, ou soit les importateurs, vont constater la réduction de leurs frais liés au dédouanement de ces 8 produits. Parce qu'il faut aussi que le peuple sache, ce n'est pas tous les produits qui seront, qui vont bénéficier de ces mesures. Il n'y a que 8 produits de première nécessité qui vont pouvoir bénéficier de ce nouveau régime fiscal. Donc, c'est des choses que vous, en tant que médias, vous êtes censés pouvoir vulgariser pour que la population comprenne. Et là, nous sommes à l'approche, bien évidemment. Avec le gouvernement, bien sûr. Voilà, et on va continuer avec cette question, mesdames et messieurs. Donc, on a dit, il faut attendre, on va attendre l'application de ces mesures pour voir enfin le pouvoir d'achat des Congolais soit amélioré. À Lingala, on dit pour tout le monde que biloko qui vraiment dans le marché, puis les Congolais bas c'est là. Les Congolais bas sont biloko dans mon prix réduit par rapport à prix autres sommes siko, notamment faut le dire parce que c'est des achats. Il faut dire que l'omelette aujourd'hui dans nos avenues, s'il faut acheter une omelette, c'est autour de 1000 francs. Oui. ça aussi c'est un problème. Mais c'est une grande bataille quand même que le gouvernement a livré avec les entrepreneurs. Est-ce que les Congolais vont s'en sortir? C'est vraiment une grande bataille. C'est une grande bataille, mais l'État est là. En réalité, l'État n'a pas vocation. L'État actuel n'a pas vocation d'être producteur. C'est l'État régulateur. Ça veut dire qu'il crée un cadre propice pour les entrepreneurs, mais également les entreprises, à pouvoir se propulser. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ce que nous devrions demander également aux Congolais, soyons entrepreneurs. Quand vous me parlez, par exemple, de la question des maquis, mais les maquis, c'est nous qui devrions produire ces maquis-là. Il ne faut pas qu'on attende également les étrangers pour venir nous produire quand même les maquis. De la Russie, non, pas du tout. Pas du tout.
Est-ce que pour le maquis, on doit attendre les entrepreneurs qui viennent de l'étranger? Nous-mêmes ayons quand même la culture de l'entrepreneuriat. Et un entrepreneuriat visionnaire. Pas l'entrepreneuriat d'avoir, je ne sais pas moi, comme vous parlez là, juste quelques dizaines, une 40... table au coin de une petite l'avenue. table au coin de l'avenue. Non, il faut développer des projets de grande envergure, les formaliser et aller également vers l'État pour pouvoir bénéficier, solliciter de l'accompagnement, des financements. Et c'est comme ça que nous allons avoir une production capable de satisfaire notre demande, mais surtout influer également sur les prix. Mais j'avais également quelque chose à ajouter, M. Fiston. Lorsque vous parlez d'attendre la baisse de prix, il faut reconnaître cette baisse également des prix des produits pétroliers. Parce que cette baisse-là permet également aujourd'hui d'améliorer le pouvoir d'achat de 3 400 à 2 999. Des Congolais qui ont des véhicules. Voilà, qui ont des véhicules, mais il faut comprendre que ces véhicules-là ont aussi un impact sur les déplacements et tout des autres. Il n'y a pas que les véhicules, il y a ceux qui ont aussi des groupes. Donc, lorsque vous voyez le prix du carburant baisser, même si c'est baissé je ne sais pas moi, des 200 francs ou des 40 francs, c'est un manque à gagner également à l'État qui supporte des coûts énormes. Mais on en parle de moins en moins, hein, la question de la production nationale, vous l'avez évoqué ici, et vous avez dit que tout le monde doit vraiment s'impliquer, mais ça pose toujours problème au niveau national, parce que beaucoup de gens pensent que l'État congolais ne fait pas suffisamment dans ce secteur-là pour encourager la production nationale. Oui, mais Fiston, c'est toujours important que nous puissions inciter nous, Congolais, d'avoir la culture de l'entrepreneuriat, avoir la culture d'un entrepreneuriat visionnaire, comme je l'ai dit. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales n'est rien d'autre que des espaces aménagés par l'État, mis à la disposition des privés qui veulent venir investir avec un régime fiscal bien particulier. Ça veut dire quoi? On vous donne des facilités. Mais allez aujourd'hui dans ces zones économiques spéciales. La zone économique spéciale. Les Indiens et les Chinois. Ce sont eux qui viennent, qui prennent des risques. Mais nous, les Congolais, pourquoi nous ne prenons pas ces risques-là? D'aller également vers ces zones économiques spéciales, investir également. Est-ce que nous manquons de moyens? Je ne pense pas. Il y a également des Congolais qui ont des moyens dans ces pays. Mais c'est question de prendre des risques. C'est question d'avoir des projets visionnaires, de grands projets, parce que lorsque vous allez dans une zone économique spéciale, il faut déjà avoir la vision, par exemple, de nourrir toute la capitale congolaise. Vous avez 17 millions de Congolais. Si vous nous produisez, par exemple, de la tomate, vous dites, moi, je vais fournir 2 millions de Congolais. La tomate est dans la ville de Kinshasa. Mais c'est des investissements comme ça que nous voulons. Et les Congolais ont des capacités, les Congolais ont des moyens.
Voilà, on va prendre ce deuxième sujet de cette émission de décryptage de ce 2 décembre 2024 qui concerne bien évidemment la coopération entre la RDC et le FMI, le Fonds monétaire international. Vous savez que les autorités de la République démocratique du Congo et le FMI sont parvenus à un accord préliminaire au niveau des services sur un nouveau programme économique et financier soutenu par la facilité élargie des crédits et un nouveau programme axé sur la lutte contre le changement climatique soutenu par la facilité pour la résilience et durabilité. Gustave Chibangu, vous êtes économiste, vous avez suivi la question, vous suivez de près la question. Que cela signifie pour la RDC? Encore faut dire que nous venons de terminer pour la première fois un programme avec le FMI. C'était le programme des facilités élargies des crédits pour soutenir les programmes économiques en RDC. Un programme conclu entre les deux, bien évidemment, les deux entités, la RDC et le FMI. Que cela signifie pour un pays que d'être ce bon élève du FMI? Ouais, merci beaucoup, M. Fiston. C'est intéressant également le sujet. Ça va également dans tous les sens. Hein. Aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose, le fait d'avoir le financement venant du Fonds monétaire international. Il y a ceux qui pensent que c'est aussi important. Et ici, nous essayons d'être le plus rationnel possible. C'est important. Vous savez, lorsque vous regardez les Fonds monétaires internationaux, c'est une institution de Bretton Woods qui a été créée en réalité pour la stabilité du système monétaire international. Et ensuite, la mission a été de suivre également les santés économiques des États, mais surtout apporter des aides, mais également des conseils aux États qui ont des difficultés dans le cadre de leur balance des paiements. Ça veut dire lorsqu'il y a des crises de liquidité au sein de ces États, le fonds peut venir en aide. Et je peux vous dire que la République démocratique du Congo fait partie de ces États qui, généralement, lorsque vous regardez depuis 1970 ou 1960, notre balance commerciale, par exemple, il est toujours déficitaire. Notre balance courante plutôt. Lorsque vous regardez la balance des paiements, il y a des années où c'est légèrement excédentaire, mais nous sommes chroniquement déficitaires. Pourquoi? À cause de l'extraversion dont je vous ai fait allusion ici. Nous n'exportons que les matières premières. Effectivement, les matières premières. Il n'y a pas une chaîne de valeur. Absence de chaîne de valeur, absence de valorisation de nos minéraux, ce qui fait en sorte que les importations sont généralement supérieures à nos exportations. Et donc, nous sommes dans une situation de fois de crise de liquidité. Et il est toujours important, en tant que membre du Fonds monétaire international, que ces institutions également nous viennent. Mais il faut toujours dire aux Congolais qu'ils sachent que lorsque le Fonds monétaire international vient, ce n'est pas le Fonds monétaire international qui viendra développer la RDC. On ne l'a jamais dit. Mais le Fonds monétaire international... D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas de par le monde. Effectivement, conclut un programme avec un pays à partir du moment où il constate qu'il y a des améliorations par rapport aux critères. Et il y a deux types de critères avant que le Fonds monétaire international ne puisse signer en réalité un programme avec vous. Il y a les critères qui sont dits les critères quantitatifs. Ça veut dire ce qui est lié, par exemple, au taux d'inflation, au taux de change, mais également au niveau des dépenses publiques de l'État. Ça veut dire lorsque vous essayez de maîtriser vos dépenses, lorsque vous essayez de maîtriser votre taux d'inflation, ça veut dire l'ensemble du cadre macroéconomique, c'est à partir de ce moment-là que le fonds vous voit comme en réalité, comme vous l'avez dit, bon élève et peut signer un programme avec vous. Mais il y a le deuxième critère. Est-ce que la RDC, quand même, on va rester d'abord sur le premier critère. Si on reste est-ce que la RDC maîtrise, par exemple, les taux d'inflation, effectivement. Les taux de change? C'est compliqué dans ce secteur. C'est un peu compliqué parce que, je vous ai dit ici... D'où les critiques. Que les critiques, elles sont deux fois fondées. Mais vous n'allez pas me dire que le taux de change n'est pas stable pour le moment. J'espère qu'on est relativement, depuis que nous sommes en 2024, nous sommes autour de 2800.
Non, nous avons commencé les programmes. Ce programme qu'on a fini précédemment, c'était en 2021, en juin, qu'on a commencé avec cette décaissement, vous savez. Mais de 2021 à 2024, aujourd'hui, les taux d'échange, quand même. Effectivement, il y a eu des dépréciations, mais depuis un moment, il y a quand même une stabilité relative. Vous savez? Et donc, lorsque le fonds regarde ces critères, il peut maintenant signer un programme. Et nous étions, comme je vous ai dit, nous étions en programme avec le fonds. Et nous sommes allés jusqu'à, je crois, la 5e revue. Nous avons fini les programmes. C'est la première fois que la RDC finisse un programme avec le Fonds monétaire international. Ça, c'est vrai. Et le deuxième critère, c'est le critère également qualitatif, lié en réalité aux réformes. Et il y a des réformes, par exemple, dans les secteurs des finances, vous savez que la RDC aujourd'hui, nous sommes dans une réforme de la création d'un compte unique du Trésor. Nous avions la DGDA aujourd'hui qui utilise les systèmes de dédouanement Sidonia, dont j'ai fait allusion. Il y a IGIS Régie au niveau de la Direction Générale des Impôts. Donc, c'est des petites réformes comme ça qui ont permis également le pays à avoir la crédibilité au niveau du Fonds monétaire international. Maintenant, le deuxième programme, la facilité élargie ainsi que la facilité des transitions, des résiliences que nous avons au moins plus de 2,8 milliards de dollars. Mais sur les 2,8 milliards, nous avons plus ou moins 1,7 milliard pour la facilité élargie des crédits. Mais dans ces 1,7 milliard, la spécificité en réalité de ce deuxième programme, c'est que nous avons plus ou moins 800 millions de dollars d'appui budgétaire. Et l'appui budgétaire ici n'est rien d'autre. C'est un appui comme on l'a dit. On ne dit pas que c'est ce qui va venir améliorer en réalité, développer la RDC, pas du tout, mais ça vient en appui à la loi des finances, ça veut dire au budget de la République démocratique du Congo. Et les 800 millions seront alloués d'après les dires, d'après les dires du ministre des Finances, c'est que ça va nous permettre de pouvoir allouer également des ressources dans les infrastructures. Parce que vous savez que le grand déficit que nous avons en République démocratique du Congo, c'est le déficit également des infrastructures. Nous avons parlé ici des embouteillages également dans la ville de Kinshasa. C'est aussi un aspect de choses. C'est aussi la question des infrastructures. Il n'y a pas assez de routes. Des routes secondaires, il n'y en a pas. Et donc, ces appuis budgétaires peuvent nous permettre également d'allouer plus de fonds. Et la question ici, c'est également suivre cette allocation. C'est là où nous demandons un travail de fond, un travail harassant de l'inspection générale des finances. Il faut suivre. À quel niveau? Dans l'allocation de ces 800 millions, dans l'allocation également de ces fonds que nous allons avoir au niveau du Fonds monétaire international. Parce qu'en réalité, nous le connaissons dans ces pays. Nous allons entendre... Comment ça fonctionne? Voilà, il y a tel qui a détourné autant, il y a tel qui a détourné autant, et puis à la fin, on n'a pas les résultats escomptés, attendus de ces appuis budgétaires. Et donc, ce que nous allons vraiment pouvoir demander au gouvernement, c'est de pouvoir suivre l'allocation, l'orientation également de ces appuis budgétaires qui vont en réalité. Mais au-delà de ça, il y a également une partie de la facilité élargie des crédits qui ira renforcer en réalité leurs réserves d'échange. Et vous le savez, dans notre pays, que la stabilité du taux de change est un élément majeur. La stabilité relative. Relative. Il faut préciser ça. Oui. Parce qu'il y a à boire et à manger dans ces sujets. Effectivement. La stabilité relative, mais vous savez, cette stabilité relative, nous sommes dans un régime d'échange, comme je l'ai dit souvent ici, régime d'échange flottant. C'est que le taux de change est déterminé par les forces du marché. Mais nous avons un flottement administré. Ça veut dire que la Banque centrale, à un certain moment, intervient grâce à ses réserves d'échange. Regardez le comportement que nous avons en tant que Congolais. Dès qu'on vous paye aujourd'hui, là, 700 000 francs, le premier réflexe, vous allez vers le marché d'échange. Vous en savez quand même la raison. Pour convertir, vous en savez quand même la raison. Effectivement, pour convertir ces francs congolais en devises. Parce que c'est stable. Et c'est ce qui influence également la quantité des devises sur vous savez quand même imaginez-vous pourquoi les consommateurs se réfugient bien évidemment dans les monnaies étrangères. Imaginez-vous que la Banque centrale ne soit pas à mesure de pouvoir intervenir sur les marchés
alors qu'il y a dépréciation de taux de change. Donc, cette quantité de réserves qui ira également renflouer les caisses de la Banque centrale afin de nous permettre à un certain niveau de chaque fois intervenir lorsqu'il y a avoir un matelas financier consistant qui va pouvoir permettre à la Banque centrale de pouvoir stabiliser. Donc quand on parle de la stabilité, ce n'est pas la fixité. Stabiliser veut dire laisser un léger mouvement, mais qui ne doit pas aller au-delà d'après la politique d'échange de la RDC. On ne peut pas aller au-delà de 2% du taux de dépréciation. En ce moment-là, il faut que la Banque centrale intervienne grâce à ses réserves. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'était un échange très fructueux, mais aussi très, on va dire, scientifique avec Gustave Tshibangou. Il est toujours égal à lui-même avec des discussions théoriques. Mais quand même, on peut beau dire, la RDC a toujours été, surtout, moi je l'ai vu, avec Nicolas Kazadi, primé, noté, des cotations positives. Et là, avec le FMI, nous sommes le bon élève. Mais pourquoi est-ce que, si je peux encore ajouter, avec la loi des finances, c'est depuis 3 ans que nous voyons que les sommes, les montants, les estimations sont faramineuses. 18 milliards, 12 milliards, 14, 16 milliards. Mais pourquoi il y a toujours une compatibilité? Il y a toujours un certain écart entre la vie des Congolais et les chiffres, ainsi que les théories que nous présentent les dirigeants. Qu'est-ce qui explique cet écart-là? En fait, Monsieur Fiston, l'écart existe, bien sûr, mais ce que nous devrions comprendre, les défis auxquels la République démocratique du Congo fait demandent beaucoup de moyens. Et quand on vous dit que la RDC a 16 milliards de dollars, 16 milliards de dollars, c'est petit pour la RDC par rapport aux défis que nous avons. Prenez seulement le secteur des infrastructures. S'il faut reconstruire dans les 5 ans passés, on a relié quelle province à quelle province? Mais seulement même 2 provinces reliées. Non, écoutez, c'est aussi cette question de l'amélioration de la qualité des dépenses publiques qui pose également des fois problème en RDC. Et là, nous sommes censés, nous, en tant que Congolais, tous, nous puissions accepter. Et là, je fais personnellement appel également aux législateurs congolais. Parce qu'il faut regarder comment les dépenses publiques sont reparties en RDC. Si vous avez besoin d'une amélioration du bien-être de la population, regardez la structure. Dans le passé, les secteurs agricoles avaient combien dans la loi des finances? On était, je crois, autour de 3%. C'est aujourd'hui, avec la nouvelle loi des finances, la réalisation n'arrive que même nous pas sommes à ces autour de 20%. Alors que c'est le secteur agricole qui peut nous permettre aujourd'hui de réduire cette facture d'importation que nous avons. Même la question du chômage. De créer également des emplois. Donc, tout commence également au niveau de l'allocation de ces ressources. Et donc, les petits budgets que nous avons, nous devrions bien allouer. C'est pour ça qu'on insiste sur la qualité des dépenses. Éviter aussi des dépassements budgétaires. Les dépassements budgétaires n'est rien d'autre que c'est un gâteau. La loi de finances, c'est un gâteau. Lorsque vous dépassez, on doit réduire chez quelqu'un d'autre. Justement. Ça veut dire, si un ministère dépasse, il faut qu'on réduise. C'est les cadets des soucis, c'est peut-être effectivement recherche scientifique. Voilà. Agriculture. Alors que tout cela est coordonné, est harmonisé, il faut que cela se fasse de manière coordonnée, de manière harmonisée, de manière à respecter. Il faut que l'on évite également des dépassements budgétaires. Voilà, il faut qu'on évite les dépassements budgétaires, il faut qu'on soit quand même conséquent, il faut qu'on sache ce que l'on veut, et tout cela se détermine avec la loi des finances qui est votée chaque décembre au niveau des 2 chambres de parlement, la RDC ayant un parlement bicaméral, le Sénat et l'Assemblée nationale. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. On a parlé bien évidemment des luttes contre la vie chère, les mesures du gouvernement s'attardent. On a parlé de cette question des finances avec l'accord RDC-FMI. Qu'est-ce que vous pouvez dire en définitive pour qu'on se sépare en bonté? Ce que je peux dire, M. Fiston,
il y a un élément très important dans les cadres du programme du Fonds monétaire international, c'est la deuxième facilité. En fait, c'est lié au changement climatique, mais surtout dans les secteurs forestiers. On a plus de, je crois, 1 milliard de dollars à pouvoir mobiliser là-dessus. Mais c'est 1 milliard de dollars. C'est pour en faire quoi? C'est en réalité pour lutter contre les changements climatiques. Et lutter contre les changements climatiques. Les pays comme la RDC, sous-industrialisés, a besoin de lutter contre les changements climatiques. Parce que nous devrions contribuer. Aujourd'hui, c'est également des engagements au niveau international, au niveau mondial, que nous sommes censés également pouvoir respecter. Mais qu'est-ce qu'on dit? Arrêtez de couper les arbres. Les arbres, ouais. Mais lorsqu'on arrête de couper les arbres, il faut compenser ces personnes-là qui coupent des arbres parce qu'ils vivent des bois de chauffage. Ouais. Des bois de chauffage. Donc, ils doivent couper les arbres pour pouvoir survivre. Et le 1, quelque chose, 1 milliard ou 7 milliards là, c'est en réalité pour venir également en aide à ces personnes-là. Lutter contre les changements climatiques, contre la coupe des arbres. Et moi, je pense qu'il nous faut un travail harassant, un travail de contrôle, un travail de suivi par l'inspection générale des finances, parce que ces fonds-là, la réalité est telle que on va entendre 200 millions, 20 millions ont été détournés pour l'atténuation. Vous savez, un politicien a dit la corruption est devenue un sport national. Non. Donc il faut quand même s'arrêter. Il faut quand même qu'on change quand même de paradigme. Voilà. Tout ça part de la tête. Effectivement. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, qu'est-ce qui se passe en premier? D'ailleurs, c'est toute la famille qui les saupoudre. Il est déjà, parce qu'on lui dit que non, accueilli, ça doit s'arrêter quand même à un moment donné. Nous sommes un État moderne en 2024. Voilà, j'ai toujours cette tendance de vous appeler maître. Voilà pourquoi, quand je cherche à citer votre nom, j'ai toujours l'habitude de recevoir des maîtres dans cette émission. Voilà, aujourd'hui, j'avais en face de moi un économiste, Gustave Chibangu, un chercheur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. À la fin, si vous nous avez suivis, il faut dire merci à Eli Kabea, il faut dire merci à Giscard Tamba, à Serge Kaniki, mais aussi à Stani Samba et à toute l'équipe rédactionnelle, toute l'équipe administrative des Géopolis. Merci à vous et moi, quant à moi, je vous dis, chers téléspectateurs, au revoir. Et nous allons nous retrouver prochainement avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir.